Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Tollé chez les juges après les propos de Nicolas Sarkozy, accusé de laxisme, les plus hauts magistrats du pays sortent de leurs réserves et ils réclament l'arbitrage de Jacques Chirac. Des analyses renforcent l'hypothèse d'une collision avec un sous-marin pour expliquer le naufrage du Bugalet-Braise. Des traces de titane, caractéristiques des submersibles, ont été trouvées sur un câble du chalutier. La razzia sur les billets TGV à 5 €, tout s'est arraché en 1h15 et on a frôlé l'émeute. La SNCF fêtait ainsi les 25 ans du TGV. Une nouvelle taxe, il faudra payer de 30 centimes à 13 € par appareil pour financer le recyclage des produits électroniques et électriques. Dès le 15 novembre, les producteurs auront l'obligation de reprendre les vieux équipements. Un sommet européen pour tenter d'endiguer l'afflux des clandestins aux Canaries. Bruxelles propose un réseau permanent de surveillance des côtes par des bateaux et des avions. Enfin, elle s'appelle Selam et elle passionne les paléontologues. La découverte du squelette d'une fillette de 3 ans qui vivait il y a plus de 3 millions d'années devrait permettre d'en savoir plus sur les humains de l'époque. Et avant de développer ces titres, les suites de l'agression sauvage des CRS à Corbeil-Essonnes avec un témoignage, celui d'un des 2 hommes tombés dans l'embuscade. Il s'appelle Ludovic Obrio, il a 37 ans, il est capitaine. Bonne nouvelle, il a été opéré hier et son état de santé s'est nettement amélioré, mais il reste meurtri. De son lit d'hôpital, il a eu l'autorisation de parler. Il se souvient de la scène, il évoque aussi son métier. Témoignage recueilli par Benoît Bringer et Vincent Calmet. Il se souvient très bien de l'agression et de la violence des coups. Mardi soir, il patrouille avec un autre CRS dans le quartier des Tarterets à Corbeil lorsqu'il reçoit des projectiles sur sa voiture. Il sort du véhicule avec son tonfa, la matraque réglementaire. Et immédiatement, il y a une vingtaine d'individus qui sont sortis des forêts très déterminés et qui malheureusement sont venus en découdre. Et je l'avais avec mon tonfa, mon chauffeur était derrière moi, donc on a subi de plein fouet cette agressivité, cette attaque. Il arrive très rapidement, je me suis retrouvé à terre et là, vous pouvez voir, les personnes se sont déchaînées. Il pense avoir été victime d'un guet-apens. Par rapport à la brièveté et la violence et la brièveté de l'action, je pense qu'il y avait une action de concerté. Je pense qu'ils attendaient de voir un véhicule de police passer ou un véhicule de pompiers ou autre agent de l'État pour faire une action au moins ciblée avec des jets de projectiles, etc. Bon, alors, bien évidemment, ils se sont acharnés quand ils ont vu qu'on n'était que 2. Le moral est très bon, hein, je suis très confiant. Je suis fier du métier que je fais, au service du public, au service des citoyens. Et bon, le citoyen que je suis est un peu peut-être révolté par cette haine qui s'est déchaînée sans raison, puisque bon, on les avait pas agressés, on n'avait pas provoqué, loin s'en faut, puisqu'on ne faisait que tourner un véhicule. Au contraire, on avait été l'objet déjà de projectiles, donc en tant que policier national, c'est dur à admettre qu'un policier maintenant peut se faire agresser de la sorte de façon aussi gratuite et aussi violente. Ludovic Obrio a été opéré au visage et au poignet. Il quittera l'hôpital demain matin avec un arrêt de travail d'1 mois et demi et dit avoir hâte de retourner sur le terrain. Et c'est justement sur ce terrain de l'insécurité que la querelle s'est enflammée aujourd'hui. C'est une tempête qu'a déclenché Nicolas Sarkozy en parlant hier de laxisme ou de passivité des juges face à la délinquance en Seine-Saint-Denis. Les syndicats protestent et surtout les plus hauts magistrats du pays, si discrets d'habitude, se disent révoltés. Ils demandent l'arbitrage de Jacques Chirac. Dominique Verdaillan, Antonin Broutard. Des magistrats sous le choc après les propos du ministre de l'Intérieur. Justice laxiste, une justice qui démissionne face à la délinquance. C'en est trop. Alors l'un des plus hauts magistrats de France se rend à Bobigny pour essayer de leur remonter le moral. Si je suis venu soutenir ici les magistrats pour leur dire surtout, bon, pas de démission, on garde le moral. Bobigny est un laboratoire d'exemplarité en matière de lutte contre la délinquance. Il y a 2 ans, entre Nicolas Sarkozy et Guy Canivet, le président de la Cour de cassation, l'ambiance semblait plutôt conviviale. Aujourd'hui, le second écrit à Jacques Chirac pour lui dire le fond de sa pensée.
Cette nouvelle atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire affaiblit tout autant le crédit de la justice que l'autorité de l'État. Autre courrier du président de la Cour d'appel de Paris cette fois, mais toujours la même cible. Opposer les institutions les unes aux autres est une démarche stérile qui peut s'avérer dangereuse et réjouir ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Résultat, Dominique de Villepin tente de rassurer les magistrats. Je crois qu'il faut éviter les passions. Je crois qu'il faut en permanence garder le sens et le cap de l'essentiel. Avec le président de la République et tout le gouvernement, nous sommes conscients de la tâche difficile qui est celle des magistrats. Ce soir, Nicolas Sarkozy ne retire en rien ses propos. Ce n'est pas mettre en cause l'indépendance de la justice que de pointer du doigt lorsqu'il y a des défaillances et lorsqu'il y a des choix idéologiques qui entraînent des conséquences sur une politique de sécurité. À sa demande, le président de la Cour de cassation sera reçu demain matin par Jacques Chirac. Une audience présidentielle qui est une première dans le monde de la justice. Et protestation aussi au Parti socialiste. Ce soir, par exemple, Jack Lang estime, je cite, qu'il serait légitime que Nicolas Sarkozy quitte le gouvernement. Alors on en vient maintenant au fond de ces accusations. Le ministre de l'Intérieur a reproché hier au juge de ne pas être suffisamment sévère, notamment avec les mineurs, de ne pas recourir suffisamment à la prison. Il a cité des chiffres et des exemples. Alors qu'en est-il réellement? Enquête Franck Genozo, Emmanuel Morel. En se rendant en Seine-Saint-Denis hier, Nicolas Sarkozy a ravivé une querelle qui l'oppose au tribunal de Bobigny, coupable selon lui de laxisme. Pour l'affirmer, il s'appuie sur les chiffres du tribunal. L'an dernier, sur 1651 mineurs déférés au parquet, 132 ont été écroués. Depuis le début de l'année, le nombre de personnes écrouées a diminué de 15,5%, mais le chiffre inclut cette fois les majeurs. Criminalité en hausse, mais incarcération en baisse. Pour étayer sa thèse, le ministre de l'Intérieur donne 3 exemples concrets, dont celui-ci. Un mineur, dans le même département de la Seine-Saint-Denis, interpellé pour 14 vols à la portière, est remis en liberté et commet à la sortie du tribunal ses 15e et 16e vols à la portière. Pour les policiers de Seine-Saint-Denis, le ministre ne fait que décrire leur quotidien. Ce sont des cas vrais et moi ça ne me choque même plus parce que c'est quotidien. Mes collègues tous les jours le disent, on les voit, le lendemain on les arrête, ils sont traduits devant les tribunaux et le lendemain on les revoit à la même place et qui recommencent pareil. Parce que qu'est-ce qu'ils risquent? Parce qu'ils ne savent qu'ils risquent rien. Faux, rétorque le tribunal pour enfants de Bobigny. Ici, on conteste les informations du ministre. À chaque fois qu'on a vérifié, notamment lorsque, au mois de juin dernier, il a évoqué un certain nombre d'affaires, on s'est aperçu que toutes les informations qui avaient été évoquées dans le traitement judiciaire étaient erronées. Pour les mineurs, la prison est la dernière des solutions prévues par la loi, rappelle-t-on ici, avec une crainte que les propos du ministre entraînent une hausse des incarcérations de mineurs dans les prochains mois. Et puis notez que Lionel Jospin pourra s'exprimer sur ces sujets. Il sera l'invité tout à l'heure de questions ouvertes. Il répondra aux questions de Gilles Leclerc après ce journal. Un choc avec un sous-marin, c'est depuis le départ l'hypothèse privilégiée par les familles des marins disparus du Bugalet-Braise. Eh bien, cette hypothèse vient d'être confortée. Les analyses révèlent en effet la présence de titane, caractéristique de certains sous-marins, sur un câble du chalutier. Un indice pour le moins troublant. À Brest, Romuald Bonan, Gabriel Camilla. C'est une curieuse découverte que des experts viennent de réaliser sur l'épave du Bugalet-Braise. Dans leur rapport d'une 60aine de pages, ils notent la présence de traces de titane sur les câbles du chalutier à environ 60 mètres de profondeur, une présence inexpliquée. Les experts indiquent qu'ils observent des traces de titane et ils précisent qu'on trouve du titane sous forme de dioxyde de titane dans des peintures. Le titane et ses dérivés souvent utilisés pour les peintures marines, les hélices ou les coques de sous-marins en raison de leur forte résistance et de leur opacité. Or sur la zone du naufrage dans le sud de l'Angleterre se déroulaient justement des manœuvres militaires internationales impliquant des sous-marins. De quoi relancer la piste toujours évoquée par les familles, celle d'un sous-marin ayant accroché le Bugalet. Qu'est-ce qui nous reste quand on fait le calcul de tout ça? C'est un sous-marin. Et bon, je crois il est temps qu'on le dise maintenant et d'arrêter de se voiler la face. Parmi les sous-marins présents, ce bâtiment hollandais, le Dolphin, qui avait connu des avaries à l'époque. Un sous-marin qui, d'après cette note récente du juge en charge du dossier, pourrait faire l'objet d'investigations de la part d'un expert spécialiste des sous-marins. D'après aussi les renseignements que j'ai pu obtenir de la part d'experts maritimes, les Hollandais utiliseraient, je dis bien utiliseraient, le titane.
mais je n'en suis pas certain. C'est tout le travail de l'instruction maintenant. Comment le Bugaled a-t-il coulé en seulement 37 secondes? 2 ans et demi après le drame, le scénario exact du naufrage demeure un mystère. Réaction en tout cas de l'armée néerlandaise cet après-midi, ce n'est pas notre sous-marin qui a provoqué le naufrage. Fin de citation. On reste dans le domaine de la justice avec un aveu qui prend une résonance particulière après l'affaire d'Outreau. J'ai menti, c'est un cri, c'est aussi le titre du livre d'une jeune femme de 21 ans. Lorsqu'elle en avait 14, elle a accusé un jour son père de l'avoir violée pour se rendre intéressante auprès d'une amie. Et puis tout s'est enchaîné, la justice, la condamnation, plusieurs années de prison pour son père. Aujourd'hui, elle dévoile sa vérité au grand jour pour le faire innocenter. Samassoula, Didier Dahan. C'est l'histoire d'une vérité trop lourde à porter. À 14 ans, Virginie Madeira, qui en a aujourd'hui 21, confie ce secret à une amie qu'elle voulait impressionner. Mon père a abusé de moi. Un mensonge de cours de collège qui condamnera son père à 12 ans de prison. Virginie Madeira a tout inventé. J'ai gardé ce lourd secret, ce lourd mensonge beaucoup de temps. Et là, je veux vraiment que tout le monde le sache, que j'ai menti et que mon père ne m'a jamais rien fait. Un aveu qui prend la forme d'un livre dans lequel l'accusatrice devient l'avocate d'un père innocent. Elle y raconte comment la machine judiciaire s'est emballée quand son amie a confié le terrible secret à la directrice du collège. La directrice m'a convoquée dans le bureau et elle n'a pas mis en doute ma parole. Elle a cru tout de suite, ainsi que ma professeure principale. Elles ont tout de suite cru ce que je disais. Immédiatement, la jeune femme est retirée à ses parents. À partir de ce moment-là, impossible, dit-elle, de revenir en arrière. Je ne me rendais pas compte de ce qui s'était passé. Je pensais qu'ils allaient voir que bon, ce n'était pas vrai et que j'allais rentrer à la maison, que ma mère allait me disputer un petit peu et puis bon, après que je retournerai chez moi. Et pourtant, les dépositions que la jeune fille fait devant les policiers sont alors extrêmement précises quant au déroulement des agressions sexuelles de son père. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais dit tous ces détails-là. Ce sont les personnes qui m'interrogeaient, qui rentraient dans les détails. Elles me posaient des questions du style est-ce que ça se passait dans le salon? Et je n'avais plus qu'à répondre par oui ou par non. Donc le policier, par exemple, il imaginait des scénarios. Et moi, à ce moment-là, j'essayais de rentrer dans son jeu, de lui dire ce qu'il voulait entendre. Un autre fait accable son père. Des expertises médicales concluent que la jeune fille de 14 ans a des rapports sexuels répétés. Aujourd'hui, Virginie Madeira produit une contre-expertise. Elle indique qu'elle est à ce jour vierge. Ce qu'à l'époque, ils avaient pris pour des traces de pénétration, aujourd'hui, c'est physiologique, je suis née comme ça. Et vous n'avez jamais eu de rapport sexuel? Jamais, non. Prise de remords, 1 an après la condamnation de son père en 2001, la jeune femme tente d'avouer la terrible vérité à coups de lettres à la police, au procureur, aux agents sociaux, en vain. Plane bien sûr cette question entêtante, Valérie Madeira a-t-elle menti hier ou ment-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne mens pas. Bien sûr que mon père, je l'aime, comme ma mère, comme toute ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis vraiment consciente de ce que je fais. Aujourd'hui, je suis active, contrairement à ces 3 ans. Aujourd'hui, je sais très bien le risque que j'encours. Si je le fais, c'est également pour moi, pour que je puisse enlever ce fardeau et que je puisse aussi me construire. Oui, toi. Les voici, le père et la fille réunis. Antonio Madeira est sorti de prison en février dernier. 6 ans passés derrière les barreaux, 6 ans à essayer de comprendre l'infernal engrenage qui lui a pris sa liberté. C'est très dur, parce que bon, au début, je le voulais, bon, c'est normal. Je comprenais pas pourquoi qu'elle avait menti, pourquoi qu'il m'a mis en prison, que sans rien faire de mal. Puis de petit à petit, ça se fait, puis j'ai fini pour la pardonner. Le pardon d'un père brisé, poussé à avouer des attouchements sur sa fille, sur les conseils de ses avocats de l'époque. Aujourd'hui, ensemble, ils se battent pour obtenir la révision de son procès
et laver son honneur. Jusqu'où peuvent aller les jeux d'enfants? Où commence une agression et quelle peut être la sanction? C'est la question qui est posée à l'Éducation nationale après une affaire survenue à Jonquière dans le Vaucluse. 4 enfants de 5 ans ont été exclus de l'école maternelle pour avoir contraint une petite fille de 4 ans à des attouchements pendant la récréation. Sur place, Stéphane Despinois, Christophe Larocca. Il y a des petits garçons qui ont baissé la culotte de la petite fille. L'histoire a fait le tour de l'école maternelle aujourd'hui et la direction a été obligée de sortir de sa réserve. À la sortie des classes, quelques lignes ont même été affichées à la porte et distribuées aux parents. Il y a 8 jours, en pleine récréation, un attroupement au pied du toboggan surprend les enseignants. 4 garçonnets de 5 ans auraient, semble-t-il, déshabillé et caressé une fillette de force. Un dérapage inacceptable, juge l'école, qui sermonne les parents et leur demande de garder leur petit 3 jours à la maison. Ici, l'affaire est prise au sérieux. C'est pas un petit problème, je suis désolée, c'est pas un petit problème, mais ça serait bien qu'on en discute tous. Si c'est pour faire comme les grands qu'ils ont vu à la télé, des agressions en groupe, s'ils pensent que c'est un jeu, non, il faut qu'ils apprennent que ce n'est pas un jeu, à mon avis, mais bon. On a tendance à psychoter, à avoir une trouille, bon, ça dégénère très très vite et les enfants, il faut absolument les préserver, quoi qu'ils aient fait. Alors, mauvais jeu entre culottes courtes ou simple affaire touche-pipi, vieille comme le monde en maternelle? L'inspecteur d'académie a tranché. Si ces enfants avaient joué, s'ils avaient découvert mutuellement leur corps, y compris en se faisant des caresses, nous aurions éventuellement eu une action éducative d'accompagnement pour leur expliquer qu'on est en devoir de respecter son propre corps et celui des autres, mais il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait d'une contrainte. Les faits relèvent donc plus de la remontrance que de la pénitence. À 5 ans, les enfants ne se rendent pas compte de la portée de leurs actes. La justice s'apprête tout de même à enquêter sur leur environnement familial. Les commémorations de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, c'était il y a 5 ans tout juste, avant de se rendre sur place. Regardez ces photos satellites inédites que nous avons pu récupérer. Elles ont été prises une semaine après l'explosion et permettent d'en mesurer l'ampleur. On découvre le site d'AZF du sud au nord, presque entièrement rasé, et le fameux cratère, 10 mètres de profondeur, 60 mètres de longueur, 40 mètres de large. Les vitres ont explosé à 3,5 km à la ronde et la déflagration a été entendue à 90 km du site. Aujourd'hui, plusieurs cérémonies émouvantes étaient organisées alors que les travaux du cancéropole qui prendra place à l'emplacement même de l'usine viennent de commencer. Sur place, Muriel Lassaga, Nicolas Auer. Hommage aux victimes ce matin dans un des quartiers sinistrés il y a 5 ans. Les gens qui sont très loin, Toulouse, on n'y pense plus. Mais quand on est au cœur du sinistre, on ne peut pas l'oublier. Les anciens salariés d'AZF se sont recueillis, eux aussi, devant un mémorial. Désormais, sur le site, il ne reste plus que cette stèle. Il y eut ici 21 morts, 30 victimes sur l'ensemble du sinistre. Aujourd'hui, l'ancienne usine n'est plus qu'un vaste chantier. Une seule zone reste intouchable, placée sous scellé jusqu'au procès, l'épicentre de l'explosion. Total s'est engagé à dépolluer le site. Il y avait un certain nombre de terres qui étaient souillées par des hydrocarbures, d'autres qui contenaient de l'arsenic, du plomb, un peu de mercure. C'était une pollution quand même qui était pas très élevée et surtout très bien localisée. Voici ce que les Toulousains verront bientôt à la place d'AZF. Le cancéropole qui devrait commencer à sortir de terre d'ici quelques semaines. 4000 emplois, 1 milliard d'euros d'investissement. Pour les gens qui ont souffert vraiment dans leur chair et qui ont perdu des proches, je pense que la place restera stigmatisée. Maintenant, c'est vrai que pour beaucoup d'autres gens, ça va être une page positive. Il y aura des gens qui travailleront, il y aura des constructions qui seront faites, il y aura des services. Ça va changer beaucoup de choses. En effet, dans le sillage de ce site entièrement dédié à la recherche sur le cancer, c'est toute une partie de la ville qui est en devenir et qui va enfin renaître de ses cendres. En bref, des nouvelles des ostréiculteurs d'Arcachon. Ils ont décidé tout à l'heure de reprendre la commercialisation de leur production après une nouvelle analyse favorable effectuée sur les huîtres. Une reprise avec toutefois un sentiment d'injustice et même de colère. Les ostréiculteurs attendent toujours avec impatience les résultats de l'autopsie menée sur la seconde personne décédée ces dernières semaines.
Ça n'est pas une ruée, c'est une razzia. On s'est bousculé, on s'est même empoigné pour acheter les billets TGV à 5 € que la SNCF avait mis en vente pour fêter les 25 ans du train à grande vitesse. Une opération de communication qui a un peu fait penser à la loterie nationale. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cyril Za, Arnaud Wust. À Lyon, les 12 coups de midi viennent de sonner. C'est la ruée. Et à 5 € le billet, pas question de rester sagement dans les files d'attente. Merci de bien vouloir patienter. À Paris, tout autant de monde, mais dans le calme. Aucune chance ici pour les skieurs. Et pour certains acheteurs, tout s'est joué à la seconde près. Voilà, les billets pour Toulouse. La dernière a passé et ça s'est joué à 30 secondes près. Ça me fait aller-retour à 10 € au lieu de 130. Donc ça me fait 120 € de réduction, voilà. Quant à ceux qui ont choisi d'acheter par Internet, en 2 clics de souris, la réponse tombe. Le réseau est saturé, trop de demandes. À 13h15, c'est fini. Sur le web comme en gare, plus un billet disponible. Apparemment, il n'y en a plus. Elle change le panneau de côté au moment où j'y demande. C'était annoncé dans la presse et partout que c'était jusqu'à minuit. À 1h15, c'était déjà occupé et la queue était déjà finie. Je pars à Paris-Chamonix, c'était pas prévu, je viens de me l'offrir. Au final, face au succès, la SNCF a accordé près de 200 000 billets à des usagers qui parfois avaient du mal à y croire. J'ai pas pris mes billets! Économie, en bref, le groupe EADS confirme de nouveaux retards de livraison à prévoir pour le géant des airs, l'A380. C'est l'équipement électrique des appareils qui pose visiblement problème. Ce nouveau retard pourrait atteindre 6 mois de plus. Et puis préparez-vous, dès aujourd'hui, à partir du 15 novembre, il faudra payer une nouvelle taxe sur tous les appareils électriques et électroniques pour financer leur recyclage. En voici le montant, 13 € pour un réfrigérateur, 8 € pour un téléviseur ou encore 1 € pour un ordinateur ou une chaîne IFI. 30 000 produits au total seront concernés et votre vendeur aura l'occasion de reprendre les vieux appareils. Une filière a été mise en place pour les recycler. Frédéric Monteil, Samuel Humez. Au top 50 des ventes de l'électroménager, la cafetière, le robot-mixeur? Non, le réfrigérateur. 2 330 000 unités vendues chaque année. Au début de sa vie, il est flambant neuf en magasin, puis il devient notre garde-manger. Et quand on referme sa porte après une dizaine d'années d'utilisation, une triste fin de carrière l'attend. Abandonné sur un trottoir ou entassé dans une déchetterie. Sans ménagement pour ces polluants. Des gaz à effet de serre contenus dans les anciens modèles. Le recyclage coûte 13 € et devinez qui va payer ce coût à partir du 15 novembre? Le consommateur. J'estime qu'on en paye déjà assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est trop là maintenant. La taxe, faudrait plus la prendre chez les constructeurs. Moi je vois ça comme ça. Seule bonne nouvelle, quand les livreurs apporteront votre appareil électroménager, ils repartiront avec votre vieux modèle. La facture d'enlèvement des ordures ménagères devrait donc diminuer. Et vous aurez bientôt l'embarras du choix. Déchetterie, échange de l'ancien contre le neuf en magasin ou don aux associations. Et puis les constructeurs le jurent, l'écotaxe va baisser car les nouveaux réfrigérateurs coûtent moins cher à recycler. Il faudra patienter quand même une dizaine d'années. L'environnement toujours, gesticulation préélectorale ou petite révolution. Pour la première fois, un État américain, et pas n'importe lequel, attaque l'industrie automobile accusée de nuisances publiques sur le climat. Il s'agit de la Californie, dont le gouverneur n'est autre qu'Arnold Schwarzenegger. Les 6 plus gros constructeurs américains et japonais sont concernés. Correspondance aux États-Unis, Alain de Chalvron, Aaron Diamond. Los Angeles a le triste privilège d'être la ville la plus polluée des États-Unis. Une mégalopole gigantesque irriguée par un réseau d'autoroutes. En Californie, il y a 35 millions de voitures pour 32 millions d'habitants. Plus d'une par personne. Trop, c'est trop. Alors voilà que l'État attaque en justice les constructeurs automobiles pour, je cite, nuisance publique. Nous voulons que l'industrie automobile commence à résoudre le problème et paye pour les dommages qu'ils ont causés. La plainte, et c'est là son intérêt principal, porte sur la contribution des constructeurs automobiles à l'effet de serre. Car il n'y a pas que la pollution urbaine. La Californie est aussi un vaste état agricole, le jardin des États-Unis, un secteur
menacée par le réchauffement de la planète et les sécheresses à répétition. 4 Californiens sur 5 sont désormais conscients de l'urgence du problème. Alors fin août, Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, connu pour son goût immodéré des grosses 4x4, il a eu jusqu'à 6 de ces Hummers en même temps, a ravalé sa superbe et accepté un projet de loi conformant la Californie au protocole de Kyoto. Je crois qu'on peut à la fois développer l'économie et préserver l'environnement. Et tant pis si en faisant ainsi Arnold Schwarzenegger trahit un peu son ami le président Bush, toujours hostile au protocole de Kyoto. Le gouverneur-acteur est en campagne électorale et il sait que pour être réélu, il lui faut muscler son nouveau côté écolo. Toujours à l'étranger, peut-être une ouverture de l'Iran sur le nucléaire. Le président Ahmadinejad se dit prêt à New York à suspendre l'enrichissement de l'uranium s'il obtient des conditions équitables lors de ses pourparlers avec les grandes puissances. Seule réserve est de taille tout de même. Il n'a pas précisé quelles étaient ces dites conditions. Une image du mécontentement en Hongrie pour la 3e nuit consécutive, mais cette fois les incidents ont été moins nombreux et l'opposition a fait un geste en reportant une grande manifestation qui était prévue samedi à Budapest. En revanche, elle a rejeté l'offre du Premier ministre de mener des discussions. Un sommet européen en Finlande pour tenter de limiter l'afflux des clandestins aux Canaries. Il réunit la plupart des ministres de l'Intérieur et de la Justice des 25 pays membres. Mais les divergences de vues restent nombreuses. La Commission européenne a fait des propositions. Elle souhaite notamment mettre en place un réseau permanent de contrôle des côtes par des avions ou des bateaux. Le dispositif existe déjà, mais il est très réduit. Nos correspondants en Afrique, Dominique Derda et Frédéric Ranck, ont pu embarquer à bord d'un navire italien qui a intercepté une pirogue au large du Sénégal. Voici leur reportage. À toute vapeur, le navire des gardes-côtes italiens file vers le large. Depuis son arrivée au Sénégal la semaine passée, c'est sa 3e mission dans l'océan Atlantique. Nous nous dirigeons à 40 miles à l'ouest des côtes sénégalaises. L'avion de surveillance italien vient de nous signaler une pirogue avec environ une 50aine de personnes à bord. Avec ses 4 moteurs, le Diciotti n'a aucun mal à rattraper la pirogue. 3 heures plus tard, la voilà aux prises avec un vent de près de 60 km/h et des vagues qui à tout moment pourraient la submerger. Pour les gardes-côtes, l'objectif est certes d'intercepter les clandestins sur la route qui mène aux Canaries, mais d'abord et avant tout de sauver des vies. Et là, à l'évidence, on peut craindre le pire. Quoi qu'il arrive, notre rôle premier, c'est toujours de venir en aide à ceux qui sont en danger. Et là, quand on voit à combien ils sont entassés dans ce petit bateau, quand on voit comme la pirogue s'enfonce dans l'eau, on se dit qu'ils risquent fort de se noyer. Une vedette de la garde civile espagnole a rejoint les Italiens. Au large des côtes ouest africaines, seuls les pays de l'Europe du Sud participent à cette opération de surveillance des frontières de l'Union. La France ne fournit aucun moyen, ni aérien, ni maritime. Pourtant, à l'évidence, le Sénégal à lui seul est bien incapable de retenir les candidats au départ. C'est une mission dont la marine sénégalaise ne pourrait pas se charger toute seule, parce que c'est une mission qui demande un certain nombre de moyens que la marine sénégalaise ne disposerait pas. En tout et pour tout, le Sénégal ne possède que 2 patrouilleurs de haute mer. Voici l'un d'entre eux, il n'est plus tout jeune, venu intimer au pareur de la pirogue l'ordre de faire demi-tour et de le suivre jusqu'au port de Dakar. Vers 2 heures du matin, c'est la fin du voyage. Ils étaient 62 au total, partis 2 jours plus tôt de Casamance. Pour atteindre les îles Canaries, ils en avaient encore pour 4 jours et 4 nuits. Le sort en a décidé autrement. Interpellés par la police, ils seront bientôt relâchés. Seuls les passeurs risquent la prison, pas les clandestins. Aux premières lueurs du jour, le Diciotti à son tour regagne le port. Pour la trentaine d'hommes d'équipage, le repos sera de courte durée. Demain déjà, ils reprendront la mer. Ce n'est que vers la mi-octobre, aux premières tempêtes de l'automne, lorsque la route des Canaries deviendra vraiment trop dangereuse, que le nombre de clandestins commencera enfin à diminuer. Santé, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. On compte 860 000 malades en France et on estime que ce chiffre pourrait doubler en 20 ans. C'est un problème médical, c'est un problème social aussi, car la prise en charge est très lourde, très complexe. Un modèle a fait ses preuves, les familles d'accueil, mais elles sont rares. Exemple près de Bordeaux, Mallory Aounou à la location. Une démarche assurée, des goûts bien affirmés. À voir Germaine Lapère, 83 ans, faire ses courses, on pourrait croire que tout va bien. Moi, je suis toute seule, hein. J'ai personne à la maison, toute seule, alors il faut que je me débrouille.
En fait, depuis 6 mois, c'est Maryse Montangon, ici à droite, qui l'héberge. Elle est ce qu'on appelle une accueillante familiale. Sous son toit vit également Josette Guy. Tout cela se mélange parfois un peu. Rien d'étonnant, toutes deux sont entrées dans la maladie d'Alzheimer. Désormais, leur vie est ici. Chacune sa chambre au sein d'une famille où l'on maintient la sociabilité, loin de la maladie. Vous savez, on a besoin quand même à nos âges d'être accompagnés. Alors c'est une bonne copine. Elle est un peu envahissante par moments, mais enfin, bon, je la supporte quand même. Ça me gêne quand j'ai un chéri, mais enfin. Bonjour maman. Aujourd'hui, surprise pour Josette, sa fille lui rend visite. Ah, de promener. Et où je sais pas trop, mais enfin c'était plaisant. La solitude et ses dangers ou la maison de retraite. Pour 1 500 € par mois, la famille d'accueil a permis de dédramatiser le placement de sa mère. Tout enfant a la culpabilité à la base et c'est légitime. Ben là, non. Pouvoir venir la voir à tout moment, n'importe quelle heure de la journée, c'est important. C'est parce que c'est presque comme si je venais chez elle, quoi, en quelque sorte. Et Maryse Montangon est présente 24 heures sur 24. Au-delà du gîte et du couvert, elle aide ses hôtes à préserver le plus longtemps possible leur autonomie. Pour cela, elle a choisi de suivre une formation de gérontologie. La bonne volonté ne suffit pas à gérer des pathologies que l'on a maintenant. Et donc il faut des professionnels autour de nous et il faut une formation aussi adaptée. Et puis, il y a cette complicité, indispensable pour espérer retenir quelques souvenirs quand la mémoire s'efface. Et notez que France 2 consacre ce soir un documentaire à la maladie Alzheimer jusqu'au bout de la vie, signé Laurence Serfati, à suivre à partir de 23 h. Les sciences avec la découverte du squelette d'une fillette qui passionne les paléontologues. Elle a 3 ans, elle vivait il y a plus de 3 millions d'années en Éthiopie, tout près d'une autre ancêtre de l'humanité, une certaine Lucie. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur notre passé. Nicolas Châteauneuf, Dominique Bonnet. C'est un bébé prénommé Selam, mais un bébé vraiment très âgé, environ 3 300 000 ans. Et hier, le chercheur éthiopien qui l'a trouvé, Seresevey Alem Seyed, avait le sourire. Sa découverte est un coup de tonnerre dans le petit monde des paléontologues. Les fossiles d'enfants sont en effet rarissimes car plus fragiles. De plus, l'état exceptionnel du squelette de Selam, emporté à l'âge de 3 ans par une crue, va permettre de préciser les nombreux caractères de son espèce. On avait quelques hypothèses sur la façon dont se déroulait la vie. Alors ça veut dire quoi ça? C'est le temps de la gestation, de l'enfance, du sevrage, de l'adolescence et puis l'espérance de vie. Voilà ce que peut apporter un squelette d'enfant et ce magnifique squelette nous permet de confirmer pas mal d'hypothèses qui étaient un petit peu en opposition à l'heure actuelle. Depuis la découverte il y a 30 ans de Lucie, contemporaine de Selam, les chercheurs sont divisés. D'un côté, ceux qui pensent qu'elle marchait comme nous. De l'autre, ceux qui penchent pour une vie partagée entre le sol et les arbres. Une vision confortée par Selam. Ce bébé vivait en société, sans doute près de sa mère encore à cet âge-là, grimpait allègrement dans les arbres pour s'y nourrir de fruits, grimpait dans les arbres aussi pour s'y abriter contre les carnivores, contre les prédateurs, sans doute pour y dormir. Du haut de ses 3 ans, Selam nous apporte beaucoup, témoin d'un lointain passé où l'homme n'existe pas encore, mais où ses ancêtres hésitent à descendre de leurs arbres. Une Française à la conquête de Broadway, c'est assez rare pour être souligné. Ariel Dombal était en concert cette semaine à New York. Là-bas, elle est présentée comme plus parisienne que la Tour Eiffel. Alain Chalvron, Aaron Diamond. C'est si bon. C'est si bon d'être enfin sur scène. Parce qu'avant, c'est plutôt l'horreur, le trac, la peur, la volonté presque d'être ailleurs. Depuis que je suis ici, tout le monde m'appelle le chat sauvage. Je griffe, je suis toute griffe dehors tellement j'ai peur, évidemment. Moi, je me disais, mais il n'y aura personne au concert. Inscrire son nom à l'affiche d'un des lieux les plus mythiques de Broadway, le Super Club, ça n'était pas gagné d'avance. Et travailler avec le plus ancien big band des États-Unis, habitué à des Shirley Bassey ou Harry Connick Jr., c'était un défi. D'habitude, c'est moi qui entraîne le chanteur, mais là, c'est elle qui m'enthousiasme et du coup, je suis meilleur.
the magical, the magnifique Ariel Dombal. Le répertoire, les grands succès du swing des années 40-50. Pour le plus grand plaisir du public et de quelques amis du couple Dombal-Lévy, les Michael Douglas, John Malkovich ou Lauren Bacall. BHL, caché derrière un pilier de la salle, semble encore plus anxieux que sa femme, enfin délivré par la dernière note de son concert. J'ai été pendant tout le temps le chat sauvage, c'est vrai, et là j'essayais de le faire taire en disant tout va bien, calme. Ariel Dombal a gagné sa place au firmament de Broadway. Ils ne sont pas si nombreux les Français à pouvoir en dire autant. Football, la logique a été respectée pour la suite des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, à l'image du PSG qui l'a emporté 3-1 face à Lorient avec un Paoletta étincelant. Il a marqué 2 buts, il a offert le 3e à Pancrate. Qualification également hier de Lens, Monaco, Marseille, Rennes, Saint-Etienne, Auxerre, Sochaux et Le Mans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Gilles Leclerc reçoit Lionel Jospin. La météo, Laurent Romeshko à 20h55. Envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Très bonne soirée. Tout de suite, question ouverte.